Bonjour à tous et bienvenue sur la version française du premier webinaire d'Innovation is Everywhere, consacré à un sujet qui nous fascine beaucoup et qu'on a appelé China is Eating the World. J'ai choisi de commencer cette présentation par ce visuel sur lequel vous pouvez voir différents vélos de différentes couleurs. C'est l'une des dernières grosses tendances en Chine sur le secteur de la sharing economy et qui nous montre à quel point l'adoption technologique et l'innovation peuvent aller rapidement dans le premier marché du monde. En fait, il y a à peu près un an, en mai 2016, 3 startups se sont créées sur le secteur du bike sharing, donc sur le partage de vélos, avec une innovation par rapport au plan de vélo partagé qu'on peut connaître en France comme Vélib, qui est qu'il n'y a pas d'attache physique. Donc en fait, on peut prendre et laisser son vélo n'importe où dans la rue. En tant qu'utilisateur, si je veux prendre un vélo, j'ai juste besoin de scanner un QR code qui figure sur le pare-boue à l'arrière avec WeChat, la principale application de messagerie et de réseau social et de paiement aujourd'hui en Chine. Je fais mon tour en vélo, je suis facturé à la demi-heure et je peux le laisser n'importe où. Donc ça, ces startups-là, comme Mobike ou OFO, se sont lancées en mai 2016, donc il y a à peu près un an. Elles ont levé collectivement, à la fin décembre 2016, plus d'1 milliard de dollars. Et quand je suis allé en Chine en novembre dernier, j'ai commencé à voir quelques-uns de ces vélos dans les rues. Les gens les prenaient et les laissaient effectivement avec une simplicité assez déconcertante. Et quelques mois après, quand je suis revenu en février, c'était devenu un problème d'ordre public avec littéralement aucune place pour marcher ou pour se garer sur les trottoirs, vu que tout le monde laissait ses vélos sur place. Donc c'est un phénomène d'engouement extrêmement fort. Et vous voyez peut-être aussi sur la roue orange du vélo qui est juste au premier plan, certaines alvéoles, et donc c'est une autre innovation de ces vélos-là, ce sont des pneus increvables qui en facilitent évidemment beaucoup la maintenance. Donc c'est typiquement une innovation qu'on aime voir en Chine, qui sort à peu près de nulle part, qui en quelques mois devient un véritable phénomène de société qui lève plusieurs milliards de dollars, et c'est probablement des startups qui vont être avalées, achetées par celles juste au-dessus, que vont être les Didi par exemple, qui sont les applications de partage de taxi similaires à Uber. Donc voilà un petit peu. Avant de nous lancer, je vais me présenter. Je m'appelle Martin Pasquier, j'ai 33 ans, j'habite à Singapour et je me déplace régulièrement à Paris. Mon rôle, c'est vraiment d'aider nos clients à comprendre l'environnement digital et innovation autour d'eux, surtout en Asie. Donc j'ai commencé à travailler dans une agence de digital marketing après mon master, et j'ai décidé avec mon associé Mathieu Hamel de fonder une agence de conseil à Singapour, dont l'objectif est vraiment de capter ce qui se passe dans cette zone de l'Asie qui est si dynamique en termes de croissance, en termes de classe moyenne, en termes d'innovation, en termes d'usages locaux qu'on ne voit pas forcément quand on est les yeux rivés sur la Silicon Valley, et de pouvoir vraiment partager ce type de connaissances au long cours. Innovation is Everywhere, c'est la compagnie qu'on a montée en 2013 à Singapour, avec désormais des bureaux à Shanghai et à Paris. On est une petite dizaine de consultants et donc on travaille vraiment sur 3 grands topics. Le premier, c'est d'aider nos clients à comprendre ce qui se passe dans les écosystèmes d'innovation, de start-up et de financement de l'innovation en Asie. Quels sont les principaux VC, les principales levées de fonds en Chine, en Inde, en Indonésie, au Bangladesh. On a évidemment aussi une partie de scanning de l'écosystème, des nouveaux usages. Qu'est-ce qu'on voit qui est différent? Ça peut être sur la monnaie mobile, ça peut être sur la biométrie. Certains des pays asiatiques sont très en avance aujourd'hui. Le deuxième métier que l'on fait, c'est de consulter et d'accompagner le changement de mindset de nos clients. On sait généralement que pour des entreprises, des grands comptes qui veulent changer la manière dont elles innovent ou elles attaquent certains marchés, leur organisation n'est pas toujours à même de pouvoir procéder à des changements ou à lancer des prototypes. Donc on a toute une série de workshops, de learning expéditions, de boards et de formats pour aider le management, le top management de ces entreprises à vraiment pouvoir dépasser les carcans dans lesquels ils sont en termes de temporalité, en termes de nécessité de jouer à long terme et de pouvoir prioriser les sujets d'innovation sur lesquels ils veulent aller. La troisième brique de notre métier, c'est une fois que ces grands comptes savent et une fois qu'ils sont prêts en termes d'organisation, c'est de les aider concrètement à développer des prototypes de nouveaux business models, de nouveaux services ou de nouveaux produits. Notamment quand on est sur des marchés
asiatiques ou pacifiques, dans lesquels on a souvent des technologies différentes, des segments de population différentes, avec évidemment des enjeux commerciaux que vous pouvez imaginer qui sont à la taille des populations de ces pays-là. On a 3 types de sujets sur lesquels on bosse en termes de veille. Le premier, et c'est un petit peu l'objet de ce webinaire, c'est ce qu'on appelle l'Asie disruptive, les disruptions, les tendances que l'on voit dans ces pays-là. On couvre les principaux événements tech dans la région. Vous connaissez peut-être aux US et en Europe le CES, le Web Summit ou South by Southwest. On essaye de couvrir en fait les événements similaires en Chine, comme le GMIC, en Inde, comme le NASSCOM PC Conference, ou à Singapour, comme Techineja. Tout simplement parce que ce sont les endroits où on peut vraiment voir émerger des trends, se connecter aussi à un plus grand nombre de VC, de startups, d'acteurs de l'écosystème d'innovation. Donc on est vraiment très en prise avec ce terrain-là. Le deuxième sujet qui nous occupe, c'est celui de ce qu'on appelle la corporate innovation. Donc c'est comment des grandes entreprises, souvent au niveau Fortune 500, comment peuvent-ils en gros renouveler leurs services, leur business model. Donc très souvent, on va d'un aspect learning, il faut comprendre ce qui se passe, à un aspect doing, il faut vraiment faire des nouvelles choses, lancer des nouveaux protos, des nouveaux services. Et donc, on s'intéresse de près aux différents types de relations que les grands comptes ont avec des startups, avec des labs, de quelle manière ils font des M&A et des investissements dans les startups, et comment ils peuvent prototyper et changer un petit peu la manière dont ces entreprises travaillent. Le dernier point qui nous passionne et qui est sûrement un élément important de l'ADN d'Innovation is Everywhere, c'est ce qu'on appelle notre réseau de connecteurs. Donc on est vraiment, avec ces événements qu'on couvre, on a une vingtaine, trentaine de personnes clés dans les écosystèmes d'innovation, des gens qui sont journalistes, qui sont VC, qui bossent dans les coworking space, qui sont vraiment très au contact des événements d'innovation et des populations d'innovation dans ces pays-là. Et on est vraiment en réseau avec ces personnes-là pour que l'on puisse capter les tendances, parfois travailler de concert quand on accompagne le COMEX d'un grand groupe dans un pays comme la Corée, on est connecté avec ces gens-là aussi. Et donc, on rencontre et on interviewe très régulièrement de nouvelles personnes pour étendre ce réseau et pour vraiment disposer d'informations qualifiées et filtrées par leur biais professionnel sur le terrain. Voilà, on va maintenant plonger plus en avant dans le thème de la présentation. China is eating the world. Donc on a évidemment fait une référence à la fameuse citation de Marc Andreessen, l'un des plus fameux VC américains, qui disait dans les années 90 que software is eating the world. Nous, aujourd'hui, on pense que la Chine est à un stade, en 2016-2017, qui est celui du dépassement de leurs propres frontières. C'est un pays qui est évidemment immense, dont les principales zones côtières de population commencent à être déjà bien saturées en termes de pénétration technologique, d'innovation et de marché, et qui aujourd'hui est vraiment en train de se déverser en dehors de ses frontières à l'étranger par le biais d'investissements, mais aussi par le biais de phénomènes culturels. Le Chinese New Year, le Nouvel An chinois, est en train de devenir un petit peu comme Halloween ou la Saint-Patrick, des événements de portée mondiale. Donc c'est vraiment l'envie de cette webinaire, c'est de vous montrer à quel point la Chine avance en dehors de ses frontières et comment vous y préparer, puisqu'on ne peut plus juste dire que ce qui arrive en Chine, y restera. On va peut-être commencer par évoquer des clichés tout simplement, puisqu'on en voit quand même beaucoup dans les entretiens qu'on peut avoir avec des entreprises européennes ou américaines ou même japonaises qui se demandent un petit peu ce qui se passe en Chine. Très souvent, on a l'impression que ce sont la factory du monde, l'usine du monde, avec d'énormes entrepôts, d'énormes usines. Ça a été le cas et c'est pas complètement passé, mais on va voir qu'aujourd'hui, il y a une évolution très forte sur la robotisation, l'automatisation et le niveau très haut de développement de l'ingénierie en Chine. En termes d'innovation, très souvent, le mot-clé qui revient, c'est copycat. Donc, c'est vraiment le fait de copier-coller des innovations qui ont marché en Occident et de les développer à moindre coût et plus rapidement en Chine. Donc, vous êtes probablement assez familier de tous ces marques un petit peu déguisées qui miment et qui singent les grandes marques européennes. Aujourd'hui, on est vraiment sur une thématique d'innovation qui est très différente et on voit vraiment que des innovations comme le paiement mobile avec les QR codes, ce sont des choses qui commencent à inspirer les pays occidentaux, notamment américains.
En parallèle, la plupart des pays occidentaux se voient de manière très positive. Alors peut-être que c'est parce qu'on est en Asie qu'on commence à voir ça un peu différemment, avec, en tout cas jusqu'à récemment, une forte confiance dans la démocratie parlementaire, le mythe des classes moyennes vivant heureusement et continuant à se développer dans nos sociétés, qui assoit la démocratie et qui permet vraiment de consommer un petit peu différemment. Et ça, c'est vraiment ce pourquoi on est si penché sur l'Asie. On a quand même l'impression d'un fort tropisme californien, Silicon Valley, où en gros, on est obnubilé par ce que font les GAFA, et toute innovation qui ne vient pas de la Silicon Valley n'est pas vraiment à la bonne hauteur, selon nous, sur les radars des COMEX et des personnes qui prennent des décisions dans l'économie et la politique aujourd'hui. On a montré les clichés. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le monde, ce sont ces deux personnages à gauche, Donald Trump et Nigel Farage, qui a été l'un des artisans du Brexit au Royaume-Uni. On a vraiment clairement un leadership du monde occidental qui se casse la figure à vitesse grand V. Donc en France, on a plutôt fait le bon choix en termes de présidentielle, mais quand vous regardez ce que Donald Trump a fait, ne serait-ce qu'hier, sur le retrait des accords de Paris, on est vraiment sur un leadership de très très court terme, un protectionnisme qui va se redévelopper dans ces pays-là, un isolationnisme aussi, et donc on a aussi des institutions qui sont assez régulièrement bloquées par le blocage bipartisan. Et enfin, les intérêts privés qui continuent de dominer la politique occidentale, que ce soit les intérêts des grandes entreprises ou les intérêts de classes de population, qui fait que les sociétés sont très, très fragmentées. Et en même temps, en termes de statistiques, la classe moyenne n'est plus aussi royale que ce qu'elle l'était. On parle de déclassement dans beaucoup de pays, on parle de générations de trentenaires ou de personnes qui ont 20 ans, qui très probablement vivront un petit peu moins bien que leurs parents. Donc on est sur un reversement de tendance qui est très fort et sur un nombre d'opportunités qui se réduit quand même beaucoup. En France, on a un produit d'export dont on ne devrait pas être très fier, qui est qu'on est le pays qui exporte le plus de millionnaires dans la planète. Et on a aussi un brain drain sur la partie ingénierie, des ingénieurs qui vont à Londres dans la fintech, qui vont aux US, qui vont maintenant peut-être aller de plus en plus à Singapour ou en Chine, qui est tout de même assez préoccupant. En parallèle, en Chine, le leadership est vraiment devenu visible de l'extérieur ces dernières années. Le président Xi Jinping a été l'un des seuls au Forum économique mondial de Davos l'année dernière à défendre le fait qu'il fallait continuer la mondialisation, continuer à ouvrir les pays pour favoriser la richesse de l'ensemble de la planète. Et Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, excusez-moi, est aussi très visionnaire. Il a dit récemment dans une interview à CNBC qu'il souhaitait qu'Alibaba soit le 5e pays dans le monde. Il n'a pas parlé d'entreprise, il a vraiment parlé de pays pour donner un petit peu une idée de la vision qu'a ce fondateur tout à fait charismatique et qui a d'ailleurs discuté avec Donald Trump il n'y a pas longtemps en lui promettant 1 million de jobs aux US par Alibaba, par le fait du e-commerce et des relations avec la Chine, si Donald Trump acceptait de garder effectivement les liens ouverts. Et on voit aussi en termes de classe moyenne, donc on pourrait faire la comparaison avec l'Asie, mais là on parle uniquement de la Chine. La montée des classes moyennes en Chine est tout à fait phénoménale, puisqu'en 2022, c'est ce que vous montre le graphique en bas à droite, on aura 75% des populations urbaines en Chine qui seront dans la classe moyenne supérieure ou parmi les très riches. Donc on est encore une fois sur un changement d'échelle, on n'est plus sur une classe moyenne moyenne, on est vraiment sur une classe moyenne supérieure qui a du coup des besoins de consommation et d'interaction plus sophistiqués. Donc c'est vraiment ça qui est en train de se passer aujourd'hui en Chine et en Asie plus généralement, et qui fait que ces pays sont en train d'aller très en avant. On va maintenant rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. On a quelques slides que je vais vous montrer qui reprennent en fait des verticales, des secteurs dans lesquels nous, on sent que la Chine est déjà très très en avance par rapport aux États-Unis et évidemment en Europe. Le e-commerce et le O2O. Donc le O2O, c'est un acronyme qui veut dire online to offline. Ce sont des apps qui permettent en fait de naviguer en ligne, de payer en ligne et de réaliser la consommation hors ligne. Vous pouvez penser à La Fourchette, par exemple, ou à Uber, qui sont de très bons exemples de services O2O. En Chine, sur le e-commerce, on est déjà sur des chiffres qui sont vraiment stratosphériques par rapport aux US. On est sur des ordres de grandeur qui sont x5 et bientôt x10 en termes de dépenses faites sur le mobile e-commerce en Chine.
Et c'est un chiffre qui est bien sûr amené à s'intensifier puisqu'on a seulement la moitié de la population chinoise qui a aujourd'hui accès à un smartphone. Donc on a un très grand réservoir de croissance aussi dans les villes qu'on appelle de seconde catégorie ou de troisième catégorie ou de quatrième catégorie, qui sont les villes les plus petites en Chine, mais qui sont évidemment très nombreuses. L'exemple que l'on vous montre pour la domination qu'on sent venir sur le O2O, c'est cette start-up qui est à droite qui s'appelle Dmall, avec un D comme Denis, pas confondre avec Tmall qui est la grande marketplace d'Alibaba. Dmall, c'est une marketplace qui a été fondée par un ancien directeur de Huawei, le constructeur télécom, il y a maintenant 2 ans. Il a levé 100 millions de dollars en seed funding. Si vous n'êtes pas familier avec les différentes phases de financement de l'innovation, seed funding, on est au tout début, c'est vraiment au moment où la startup se forme. Généralement, quand on est en seed funding, on lève maximum quelques millions de dollars si on est très très populaire. 100 millions, ça vous montre un petit peu le type d'échelle et de réseau de financement qu'on peut avoir en Chine aujourd'hui. Et donc la promesse de Dmall, c'est tout simplement de transformer en inventaire mutualisé l'ensemble des retail outlets, donc l'ensemble des boutiques, des supermarchés, des épiceries, des boucheries, des magasins spécialisés, dans un rayon de 2 km autour de votre smartphone. Donc en gros, on est en Chine, on bosse 12 heures ou 14 heures par jour, on a probablement encore 2-3 heures de bouchon pour rentrer chez soi. Si on a envie de s'épargner le fait d'aller de magasin en magasin pour faire ses courses, on utilise Dmall qui va en gros nous permettre de sélectionner l'ensemble des produits qui sont dans les retailers, les boutiques autour de soi. Et en fait, Dmall va agréger le paiement en un seul point de paiement et la livraison en un seul point de livraison. Et donc ensuite, Dmall va aller reverser, repayer avec chaque hypermarché, chaque épicerie derrière, chaque boucherie, leur dû. Donc c'est vraiment une espèce de commoditisation complète du retail où en gros on transforme les boutiques en entrepôts et on a une app qui a une interface évidemment très léchée qui va nous permettre de faire notre mobile commerce très rapidement, en livrant en 1 heure, en allant piocher avec un scooter dans les différents entrepôts des environs. Quand on parle du contenu en ligne, on est aussi très en avance sur la monétisation des contenus en ligne en Chine. Quand on est en Occident, on est beaucoup sur Google, on est beaucoup sur Facebook, et quand on parle de Snap ou de Twitter, il n'y a vraiment qu'un seul business model, c'est la publicité. Et c'est comme ça que les GAFA revendent en fait les données des utilisateurs aux annonceurs. En Chine, on est très peu sur de la publicité payante. WeChat, qui est la principale app de messagerie sociale, fait 75% de ses revenus sur du service. Et donc, le type de service auquel on peut accéder, c'est aussi de payer pour du contenu premium, du contenu de qualité. On vous montre 2 exemples à droite et à gauche de la slide. Donc, à gauche, c'est un système de live streaming qui s'appelle, je vais retrouver le nom qui est juste en bas, qui s'appelle Inkee. Et donc en fait, Inkee permet à n'importe qui de live streamer sa vie, sa manière de voir le monde, sa manière de parler des produits ou simplement d'échanger sur des idées. Et on peut, en tant que spectateur, et vous le voyez un petit peu, les spectateurs sont en haut sur la petite barre et ils peuvent en fait acheter des cadeaux à la personne qui produit le live stream. Et donc vous pouvez acheter, donc là par exemple, cette jeune femme chinoise a reçu à gauche une voiture violette et donc la voiture violette coûte 45 $, donc l'utilisateur a payé ce cadeau pour elle, pour la remercier de l'interaction et de la qualité du streaming, et la personne, cette jeune femme chinoise va toucher 30% sur le prix de ce cadeau. Donc en fait c'est tout un écosystème de dons, de pourboires en fait qui est en train de s'installer dans le live streaming en Chine, où très souvent donc les spectateurs vont rémunérer les producteurs de live stream avec des cadeaux dont ils vont garder une partie de la valeur. Et évidemment, la plateforme prend le reste sous forme de commission. À droite, vous avez quelque chose d'un petit peu plus classique. C'est une startup qui s'appelle DeDao, qui a 7 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et en fait, DeDao, c'est une plateforme de curation où on va pouvoir souscrire de manière payante à un channel, à une chaîne. Cette chaîne, c'est une personne qui va en gros faire de la sélection de contenu derrière. Donc, un peu comme des revues de presse, on va payer 30 $ par mois pour être abonné à 7 influenceurs dont on pense que la sélection de news chaque jour ou chaque semaine sur son domaine, ça fait sens de le payer pour ça, pour éviter de perdre trop de temps à chercher les bons contenus en ligne. Et encore une fois, en Chine, excusez-moi, le fait de payer pour un contenu n'est plus du tout une barrière.
On n'a pas eu un Internet qui a été basé sur la publicité et la gratuité au départ, et on a vraiment un vrai besoin de confort, d'accès rapide au contenu qui va bien, et donc de rétribution des auteurs qui sont sur ce type de channel. Juste pour revenir sur le live streaming, on est sur un secteur qui aujourd'hui pèse déjà 5 milliards de dollars en Chine, et pour vous donner un ordre d'idée en comparaison, le cinéma traditionnel, les salles de cinéma, c'est un business aujourd'hui de 7 milliards en Chine. Donc on est vraiment sur un phénomène qui est déjà très très massif et qui en est encore une fois qu'à ses débuts. Le live streaming en Chine, ça a vraiment commencé à percer il y a 2-3 ans, donc c'est somme toute assez récent. Les paiements mobiles, ça c'est un cas assez classique. Quand on va en Chine aujourd'hui, on est frappé à quel point tout le monde utilise WeChat et Alipay, qui sont les deux principaux opérateurs de paiement pour payer tout en ligne et hors ligne. WeChat, c'est peut-être l'exemple qui est le plus frappant, puisqu'en gros, donc, c'est une application de messagerie sociale qui a aujourd'hui 600 millions ou 700 millions d'utilisateurs actifs en Chine. Donc, virtuellement, tous les Chinois sont sur WeChat aujourd'hui. Et donc, on a, en rentrant sa carte bancaire dans l'application, la possibilité de faire toute une variété de paiements. Donc Quick Pay, c'est le paiement avec des QR codes. Donc aujourd'hui, quand vous allez au restaurant ou dans n'importe quelle boutique en Chine, on vous montre un QR code qui est le QR code de votre facture et vous le payez par un simple scan en fait de votre WeChat qui est évidemment relié à votre compte en banque. Vous pouvez faire des transferts d'argent de pair à pair, vous pouvez remplir votre crédit téléphonique, vous pouvez faire des investissements. Aujourd'hui, il est possible d'investir sur des fonds mutuels et des plans d'investissement que vous avez en banque via WeChat directement. Vous pouvez évidemment payer les taxis qui sont bookés par WeChat. Vous pouvez payer vos factures, payer les tickets de cinéma. Vous pouvez payer en e-commerce, évidemment. Vous pouvez payer vos tickets de train, vous pouvez faire des loteries. Il n'y a pas grand-chose que vous ne pouvez pas faire en termes de paiement sur WeChat. Et aujourd'hui, on en est à un stade. Pour moi, ça commence à être gênant puisque j'ai WeChat, mais je n'ai pas un compte en banque chinois, donc je ne peux pas payer pour l'instant via WeChat. Quand je vais à Shanghai ou Pékin, on a maintenant 10-15% des magasins qui n'acceptent plus aucun cash. On est vraiment dans une société qui est passée au-delà avec ces paiements qui ont très très bien marché. Et aujourd'hui, vous voyez un petit peu sur le graphe en bas à droite de la slide, le volume des mobile payments en Chine en 2015, donc c'était il y a 2 ans, c'était de 1500 milliards de dollars et aux États-Unis, on ne le voit pas puisque c'était 8 milliards. Donc on est vraiment, encore une fois, sur des échelles qui sont totalement différentes. Et aujourd'hui, on voit clairement des entreprises comme Facebook et Messenger qui se posent ouvertement la question de comment on peut s'inspirer d'un système comme WeChat pour enfin permettre le paiement dans la messagerie. Facebook, qui a été fondé il y a un peu plus de 10 ans, a essayé depuis très longtemps d'insérer le paiement dans Messenger et dans Facebook, et force est de constater qu'aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait encore. Un troisième champ dans lequel la Chine est en train de rattraper son retard et probablement de se créer une avance pour les années à venir, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez le nombre de brevets qui sont déposés sur le côté gauche, ça augmente très fortement et de manière assez inquiétante pour les chercheurs anglophones. De plus en plus d'articles sur l'IA en Chine sont écrits en chinois. Donc, c'est-à-dire que les Chinois ont accès à la connaissance qu'on peut produire dans des brevets en anglais en Europe ou aux États-Unis, mais inversement, pour les chercheurs européens et américains, c'est un peu plus compliqué d'avoir accès, puisque c'est en langue chinoise. Et donc, c'est vraiment un champ dans lequel la Chine est aujourd'hui en train de prendre beaucoup d'avance. 2 startups qu'on vous montre qui sont déjà assez grosses, c'est iCarbon X, qui est une application fondée en 2015, qui a levé un peu plus d'un demi-milliard de dollars et qui aujourd'hui va en fait aller aspirer de la data un peu partout, donc dans vos données sociales, dans vos données médicales, dans vos données bancaires, et qui va en fait vous donner, avec son algorithme et son IA, des recommandations pour votre mode de vie et votre bonne santé. Aujourd'hui, c'est un système qui serait franchement inimaginable en Europe ou aux US du fait des contraintes que ces pays ont sur la partie vie privée et partage des données de santé. En Chine, on est dans un pays dans lequel la culture de la data et de la vie privée est totalement différente. Globalement, on n'en a pas beaucoup. La Chine et le gouvernement et les grandes entreprises ont accès à quasiment toutes les données qu'ils veulent et vraiment l'innovation avance en dehors de ce cadre-là.
L'autre startup qu'on vous montre, c'est iFlyTech, qui est un leader chinois dans la reconnaissance vocale et de texte, qui est aujourd'hui valorisé à 6 milliards de dollars. Et beaucoup d'experts estiment que la technologie développée par iFlyTech est aujourd'hui supérieure à ce que proposaient des boîtes comme Google sur la reconnaissance de texte ou la reconnaissance vocale. Et ça a été, c'est vraiment l'équivalent d'un Siri en Chine, si vous voulez, et qui aujourd'hui est en train de prendre beaucoup de volume sur la partie voice et text recognition en Chine. Un autre secteur, et là l'actualité, j'ai préparé mes slides il y a 2 semaines, mais vous voyez que ça va très bien coller avec le retrait de Trump des accords de Paris. Dans les énergies renouvelables aussi, la Chine est en train de percer très fort. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous allez en Chine, à Pékin ou à Shanghai ou à Chengdu, vous risquez d'avoir des épisodes de pollution qui sont vraiment phénoménaux. Donc les normes sont totalement explosées. Mais on est aujourd'hui sur une reconnaissance de la part de la Chine de ce problème-là et sur un investissement qui est massif depuis maintenant une dizaine d'années, qui est supérieur à ce que l'Europe ou les US peuvent financer en termes d'énergie renouvelable. Et vous avez des plans pour les 15 prochaines années qui sont quasiment de 1000 milliards de dollars d'investissement dans les renouvelables en Chine. Vous avez dû voir le barrage des Trois Gorges. Les 2 exemples que je vous montre sont plus récents à droite. Vous avez en haut à droite le plus grand champ photovoltaïque solaire flottant au monde qui a été inauguré dans la province du Hunan pour 40 millions de mégawatts. Et en bas, c'est le plus grand champ photovoltaïque solaire dans la province de Qinghai avec 1 milliard d'investissements et une usine, entre guillemets, une facilité qui permet de donner de l'électricité à 200 000 foyers. Et encore une fois, si vous regardez le leadership qui est aujourd'hui fait par le président ou même par Jack Ma d'Alibaba, ils sont très clairement sur il faut qu'on résolve ce problème environnemental. Ils savent qu'il est aigu aujourd'hui. Vous avez le nord-nord-est de la Chine, très industriel, qui est vraiment dévasté en termes d'environnement, les rivières, les sols, le manque de pluie et d'eau. Mais encore une fois, on est dans un pays qui planifie généralement à très long terme, qui a un cash énorme pour soutenir ses investissements et qui est globalement sur la bonne voie par rapport à sa situation. En robotique et en automatisation, vous avez peut-être vu passer ces vidéos sur les usines chinoises qui se robotisent entièrement. C'est pas un mythe. La Chine veut remplacer 90% de sa main-d'œuvre manufacturière pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que la population est en train de vieillir et de se réduire. Donc, de mémoire, la population chinoise est d'1,2 milliard. Elle va continuer un petit peu à monter et en 2050, on sera revenu à 900 millions d'habitants. Donc, c'est un pays qui va perdre 1/4 de sa population. Les Chinois, le Chinois moyen, entre guillemets, est assez âgé. De mémoire, c'est 45 ans. Fumeur, un système de santé qui n'est pas forcément tout à fait à la hauteur de ce qu'on a dans les pays occidentaux. Donc, on va avoir des usines qui vont se vider. Et de l'autre côté, on a des millennials et une population jeune qui est suréduquée et qui n'a aucune envie de travailler sur des jobs répétitifs dans les usines. Donc, la Chine se dit, on va faire d'une pierre deux coups et on va robotiser, on va accélérer la robotisation de notre société. Vous avez aujourd'hui 800 boîtes en Chine qui sont vraiment en train d'essayer de créer l'écosystème qui devrait dominer à terme le monde du driverless, de la conduite autonome et aussi des biens de consommation courants à domicile. Les 3 grandes boîtes qu'on a gardées, c'est Deodar, qui en gros fait des robots industriels à 15 000 $ pour à peu près un tiers du prix que ce qui se passe aux États-Unis. Au milieu, JD.com. JD, c'est le deuxième géant du e-commerce en Chine après Alibaba. Ce sont eux notamment qui sont insérés dans WeChat pour la partie e-commerce. Évidemment avec un investissement de la maison mère de WeChat, Tencent. Et donc eux, ils sont vraiment sur la logique d'avoir des entrepôts, de la livraison sans aucun personnel humain. Et donc, c'est la robotisation complète de toute la supply chain du e-commerce en Chine aujourd'hui. Et la troisième, c'est le rachat de KUKA, qui est une entreprise allemande qui fait ces bras robots articulés qui aujourd'hui sont quasiment capables de devenir des robots de service dans des hôtels, des restaurants ou des robots de cuisine. Pour 4 milliards, ça a fait un petit peu de scandale à l'époque. L'Allemagne aurait voulu protéger sa pépite, mais encore une fois, on est sur un marché ouvert et global et l'intention de la Chine est clairement à la fois de devenir le numéro 1 de la robotique dans le monde. Aujourd'hui, ça reste quand même les Américains, les Allemands, les Coréens, les Japonais qui sont en avance là-dessus, et à domicile de remplacer vraiment quasiment toute son industrie manufacturière par du robot. Et encore une fois, c'est un shift qui là est déjà bien entraîné et qui est vraiment massif.
Pour finir, et parce qu'on est quand même aussi conscient que tout ça s'insère dans un contexte économique et politique global, quelques slides pour vous donner un petit peu les éléments de contexte. Aujourd'hui, la Chine a vraiment une ambition politique de se développer. Ce que vous voyez ici, c'est le projet de la nouvelle route de la soie qui a été promu par le président Xi Jinping. C'est son grand projet. Et ce grand projet, ça consiste vraiment à reconstituer les liens de la route de la soie qui, en gros, rapprochait la Chine de l'Europe et du Moyen-Orient il y a quelques siècles. Et aujourd'hui, c'est de le faire, évidemment, par de l'infrastructure, des trains, des ports en eau profonde. Donc, par exemple, vous avez le premier train qui est parti de Londres et qui est arrivé en Chine le mois dernier. Et de mémoire, le trajet se fait en moitié moins de temps qu'il ne le faut en bateau. Donc voilà, c'est un package d'investissement dans les pays aux alentours qui est très fort. Et ça montre vraiment que la volonté de la Chine, c'est d'avoir un couloir pour faire bouger les produits, les services et les capitaux entre la Chine et l'Europe, et entre les deux, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Asie centrale. Donc on est vraiment sur une volonté de faire cette nouvelle route de la soie qui est très très forte, avec des investissements qui sont encore une fois de l'ordre de 1000 milliards. Ce qui est intéressant, c'est que cette expansion mondiale à laquelle on assiste aujourd'hui, elle est aussi le fait des boîtes techno. Donc là, ce qu'on vous montre sur cette slide, c'est le nombre de Chinese unicorns. Donc les unicorns, les licornes en français, ce sont ces entreprises technologiques qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. On en a à peu près 150 à n'importe quel moment sur Terre. Aujourd'hui, en Chine, on en a une quarantaine. La slide date de l'année dernière, donc on aurait dû la mettre à jour pour le webinaire. Et aujourd'hui, les licornes chinoises acquièrent non seulement des startups en Chine, mais aussi de plus en plus dans la région. Donc, par exemple, Tencent, qui est la maison mère de WeChat, a vraiment mis beaucoup d'argent sur la table en Inde. Ils ont acheté la plus grande plateforme de marketplace médical qui s'appelle Practo, qui est une plateforme de mise en relation des médecins et des patients. Donc aujourd'hui, cette plateforme, qui est très probablement un enjeu stratégique pour l'Inde, a été investi à hauteur de 200 millions de dollars par Tencent. Alibaba, le géant du e-commerce, a racheté une énorme partie de la chaîne logistique et de paiement dans la région. Donc, ils ont racheté la Poste singapourienne il y a quelques années. Ils ont racheté Lazada, qui était le leader e-commerce en Asie du Sud-Est. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez l'Inde qui est un grand champ de bataille, en gros, dans l'e-commerce entre Amazon, Alibaba et dans une moindre mesure les Japonais avec Rakuten. Et on verra qui gagnera, mais il est probable que Alibaba ait une trésorerie plus importante pour garder la main sur la partie indienne. Et on a l'Asie du Sud-Est, qui est un continent, un sous-continent, entre guillemets, avec 600 millions de personnes, avec des grands pays comme l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, donc des pays à plus de 100 millions de personnes, 250 millions pour l'Indonésie. Et là encore, les investissements chinois commencent vraiment à prendre beaucoup de terrain. On a aussi évidemment des investissements en Europe et aux US. Vous avez peut-être vu que Tencent a acheté 5% du capital de Tesla. Et donc, on sent que ça va continuer à se développer de la sorte. WeChat a vraiment envie d'être un opérateur global par son moyen de paiement et par sa facilité d'utilisation, c'est peut-être possible. Donc aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer avec ça, c'est aussi que voilà, ce qui se passe en Chine est en train de déborder en termes de trend setting, en termes de capacité à impulser des grands mouvements d'innovation sur les paiements, sur le big data, sur la robotique, et aussi en termes d'investissement, puisque ce sont des boîtes qui ont du cash. Ça reste compliqué de faire des investissements de la Chine vers l'étranger. Il y a des contrôles de capitaux qui sont très forts, mais globalement aujourd'hui, c'est un marché qui, à l'intérieur, devient extrêmement compétitif et très impressionnant, et qui est maintenant en mesure vraiment d'aller à la conquête des pays d'Asie, d'Europe et des US. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant que vous savez ce contexte et que vous êtes convaincu, j'espère, que ce qui se passe en Chine a vraiment un impact mondial et qui va vraiment aller en s'accélérant. Notre recommandation, si l'on peut dire ça comme ça, c'est évidemment de voyager en Chine. Il faut y aller au moins une fois par an, idéalement dans une ville différente. Shanghai, qui est la ville la plus connue, c'est pas le centre de la technologie, c'est plutôt Pékin et Shenzhen au sud. Pékin, c'est là où vous avez les principales universités, les parcs scientifiques, et c'est quand même le centre du pouvoir aujourd'hui en Chine. C'est aussi le centre technologique. Et Shenzhen, au sud, près de Hong Kong, c'est une ville qui a été la factory du monde et qui aujourd'hui est vraiment un centre d'ingénierie rapide et de qualité qui est
très impressionnant. Donc, si vous devez aller prototyper quelque chose, le faire à Shenzhen, ça vous prendra un tiers ou un quart du temps de ce que ça vous prendrait aux US. Vous pouvez évidemment rejoindre les Learning Expeditions qu'on fait régulièrement en Chine. On en a fait une à Shenzhen il y a 2 ans sur le hardware. On en fait régulièrement sur le e-commerce et le O2O. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est des écosystèmes qui ne sont pas forcément simples à découvrir puisqu'on ne parle pas tant anglais que ça. C'est pas très simple de trouver les bonnes adresses tout le temps. Et évidemment, vous pouvez suivre les newsletters et les rapports qu'on sort régulièrement quand on revient de Chine. Vous avez aussi un impératif, je crois, qui est d'anticiper à domicile, en France ou si vous êtes ailleurs, l'arrivée des géants chinois. De la même manière qu'aujourd'hui, vous êtes probablement en relation avec les GAFA, les Google, les Apple, les Facebook, il faut que vous commenciez à identifier les points de contact de Baidu, Alibaba, Tencent et des grandes boîtes chinoises qui sont en train d'implanter de manière assez agressive des bureaux en fait, dans les différents pays. Et vous assurer à minima, si vous êtes dans un business qui est exposé aux touristes chinois, que vous avez une stratégie pour ces touristes chinois sur le paiement avec WeChat, sur la partie linguistique. Est-ce que vous avez des pages en chinois sur la partie CRM? C'est vraiment important. Les touristes chinois, aujourd'hui, consomment en Europe, quand ils voyagent sur le rythme d'une année, le même montant, à peu près 300 milliards de dollars, que le chiffre total du e-commerce en Europe. Donc on est vraiment sur des niveaux de dépenses qui sont très importants. Et si votre business n'est pas Chinese proof, vous allez probablement louper une partie de ce qui est possible. Et enfin, on vous suggérait de devenir vous-même le copycat de la Chine et de vous inspirer des tendances que vous avez vues sur le paiement mobile, sur le contenu payant, pour tester en fait de nouveaux modèles en France, en Europe ou aux États-Unis. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire qui devait tenir en 30 minutes. On est un tout petit peu au-delà du temps réglementaire, c'est 35 minutes. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous retrouver dans le chat juste à côté dans 1 minute. Le prochain webinaire que l'on fera sera sur le topic des Smart Cities en Asie. On le fera le vendredi 7 juillet. C'est un sujet hyper intéressant en Asie puisqu'on est sur des mégalopoles qui sont gigantesques. On est par exemple, pour revenir à la Chine, on a un écosystème qui est en train de se créer autour de Hong Kong, Shenzhen, Canton. Il l'appelle la mégalopole du delta des Perles, c'est la rivière des Perles qui est par ici, et en fait c'est un ensemble de 3 villes de 50 millions d'habitants qui est vraiment conçu aujourd'hui de manière multimodale avec chacun son pôle d'excellence tout autour de la même baie. Donc on est vraiment sur des enjeux extrêmement forts d'environnement, d'accès à l'éducation, de data dans la cité évidemment. Donc on parlera de ces sujets-là et puis on vous montrera un petit peu quels sont les endroits intéressants à regarder sur le sujet des Smart Cities en Asie. Voilà, je vous remercie, je vous retrouve dans 1 minute sur le chat. À tout de suite.